Alors, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Parce qu'on a une statistique assez folle pour commencer cette exploration approfondie aujourd'hui. En fait, 99% des adultes en France se promènent en ce moment même avec une carence silencieuse. Ouais, une carence totalement invisible. Exactement. Et c'est une carence qui dicte, enfin littéralement, si nos artères fonctionnent de manière super fluide ou si elles sont un peu en train de se transformer en bombes à retardement. C'est une image forte, mais biologiquement, on y est. Du coup, notre plongée du jour, elle s'attaque aux oméga 3. Mais attention, on va oublier tout de suite l'image classique, tu sais, de la gélule d'huile de poisson qu'on avale machinalement au petit déjeuner. Celle qu'on prend en espérant nettoyer son cholestérol, oui. Voilà, c'est ça. Et les sources sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui, notamment un gros dossier d'investigation clinique rédigé par Sacha Coadon dans l'édition d'avril 2026 de la revue Super Nutrition, elles montrent que cette croyance populaire, c'est juste un non-sens biologique. Un non-sens total. L'idée même que les oméga 3, je cite, font baisser le cholestérol, c'est une erreur de ciblage monumentale. Donc, notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre pourquoi on s'est trompé de cible pendant si longtemps. Et surtout de regarder vraiment au microscope ce que ces lipides fabriquent réellement à l'intérieur de nos parois artérielles. C'est ça. Alors, d'où vient cette fameuse erreur de ciblage ? Ça vient d'une tendance assez tenace, en fait, à vouloir simplifier la biologie cardiovasculaire à l'extrême. On a pris la très mauvaise habitude d'amalgamer toutes les graisses qui circulent dans le sang sous l'étiquette générique de cholestérol. Genre, on met tout dans le même panier. Exactement. Or, la santé de nos vaisseaux sanguins, ça repose sur des équilibres beaucoup plus subtils que ça. Si on prend la revue systématique publiée par Choix et Calder en 2024, dans Frontiers in Nutrition, les données sont sans appel. Vas-y, dis-nous. L'apport en oméga 3, et plus spécifiquement l'EPA et le DHA, ça ne réduit pas le cholestérol LDL de manière significative. Le fameux mauvais cholestérol. Ouais, le LDL. Et dans le cas du DHA, on observe même parfois une légère augmentation de la concentration de ce LDL. Ah ouais. Ce qui est, totalement contre-intuitif quand on y pense. Prendre un supplément réputé pour la santé du cœur et voir son LDL monter sur une prise de sang, c'est le genre de résultat qui pousse n'importe qui à tout jeter à la poubelle, quoi. C'est clair. Et c'est là que beaucoup de patients paniquent. Sauf que le problème vient pas des oméga 3, il vient de l'indicateur qu'on regarde. Voilà. S'ils touchent pas au LDL, leur cible métabolique massive, c'est quoi ? Ce sont les triglycérides. Tout à fait, les triglycérides. D'ailleurs, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, valide qu'avec une dose de 2 grammes par jour, on obtient une chute des triglycérides allant de 15 à 30%. C'est pas rien. C'est énorme. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à ce simple chiffre global. Il faut impérativement séparer l'EPA du DHA. Pourquoi ? Ils font pas la même chose ? Pas du tout. Ils ont absolument pas le même mode d'action moléculaire en fait. Leur structure chimique dicte leur fonction. Ok, donc explique-nous la différence. Prenons l'EPA en premier. Lui, il s'intègre profondément dans les membranes de nos cellules endothéliales. Donc les cellules qui tapissent l'intérieur des artères, c'est ça ? C'est ça. Et son rôle fondamental, c'est la stabilisation des plaques d'athérome. Tu sais, une plaque d'athérome, c'est un dépôt riche en lipides et en cellules inflammatoires. Ouais, le truc qu'on veut surtout pas voir se détacher. Exactement. Le danger mortel, c'est pas tant la présence de la plaque, mais sa rupture. Si elle se rompt, ça déclenche un caillot, et bam, infarctus. Ah d'accord, donc l'EPA empêche ça. Ouais, l'EPA agit comme un agent de cohésion. Il modifie l'expression des gènes inflammatoires pour, en gros, empêcher cette plaque de se fissurer. Le DHA, lui, il a une chaîne carbonée beaucoup plus longue et beaucoup plus flexible. Donc quand il s'insère dans une membrane cellulaire, il crée de l'espace, il augmente la fluidité de cette membrane. Ah, je vois. Du coup, si on veut vulgariser un peu, moi j'aime bien une métaphore, on peut imaginer nos artères un peu comme un tunnel de briques soumis à un trafic hyper intense. J'aime bien cette image, ouais. Et les briques, un peu fragiles, sur les parois, ce sont nos fameuses plaques d'athérome. Et le trafic au milieu, c'est la circulation sanguine avec les triglycérides. Ok, je te suis. Dans cette dynamique, l'EPA, c'est littéralement le mortier structurel haute résistance qu'on vient injecter entre les briques. Il empêche la paroi du tunnel de s'effondrer sur la route. C'est exactement ça, c'est le ciment. Et le DHA, lui, il n'agite pas vraiment sur la structure des murs. C'est plutôt l'enduit hyperglissant, la graisse mécanique qui s'assure que tout reste bien fluide,
que le trafic fige pas. Ce qui est d'ailleurs hyper vital pour des membranes très denses comme celle de notre cerveau ou de nos rétines. Voilà. Mais est le cholestérol LDL dans cette histoire de tunnel? Ce sont les câbles électriques qui courent au plafond. Ah, très bon. Donc, prendre des oméga 3 pour baisser le LDL, c'est comme engager un super plombier pour réparer un problème électrique. Exactement. Notre mortier et notre graisse ne touchent absolument pas au câble. Ils s'occupent uniquement de l'intégrité du tunnel et de la fluidité du trafic. C'est tellement plus clair comme ça. Et cette séparation des rôles entre l'EPA et le DHA, ça nous mène directement au cœur de l'une des plus grandes énigmes de la cardiologie moderne. L'énigme des essais cliniques, c'est ça, hein. Ouais. Parce que si on comprend que ces lipides agissent sur les triglycérides et l'inflammation, la vraie question, c'est comment évaluer leur impact clinique réel sur des humains à haut risque? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, avec ces deux essais cliniques qui se sont carrément rentrés dedans. Ouais, une vraie collision scientifique. D'abord, on a l'essai Reduce-IT, publié en 2019 dans le New England Journal of Medicine. C'est une étude titanesque sur plus de 8000 patients. 8179 d'après les sources de Supernutrition. Voilà, tous à très haut risque cardiovasculaire. Et le point méthodologique crucial ici, c'est que ces patients étaient déjà sous statine. Donc juste pour préciser, les oméga 3 ne remplacent pas les statines. Leur LDL était déjà contrôlé chimiquement par les médicaments. Exactement, c'est capital de le rappeler. Et par-dessus ce traitement, on est venu ajouter une dose massive de 4 grammes par jour d'EPA purifié. Et les résultats ont juste fait trembler le monde de la cardiologie. Ah oui, une baisse massive. On parle d'une réduction de 25% des événements cardiovasculaires majeurs. Et 20% des décès d'origine cardiovasculaire. Obtenir ça, alors que le cholestérol des patients était déjà sous contrôle, ça prouve un truc de fou. Ça prouve qu'il existe ce qu'on appelle un risque résiduel. Un risque lié aux triglycérides et à l'inflammation que les statines ne peuvent pas atteindre en fait. Mais que notre fameux mortier structurel, donc l'EPA pur, colmate de façon redoutable. Tout à fait. Sauf que l'euphorie a été de courte durée. Ah oui, la fameuse douche froide de 2020. L'essai Strange. L'année suivante, Strange est publié. Ils ont la même ambition, la même dose très élevée de 4 grammes par jour. Mais, il y a un mais. Mais cette fois, avec un mélange d'EPA et de DHA. Et là, le résultat clinique, c'est un échec total. Zéro réduction des événements cardiovasculaires. Rien. Rien du tout. Et cela soulève une question importante. Comment la science peut-elle produire deux résultats aussi diamétralement opposés avec des substances si similaires? C'est la question que je te pose. Comment on explique un tel gouffre? C'est ça qui montre la complexité de la recherche médicale. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est la compétition moléculaire. C'est-à-dire? Le DHA, qui était présent dans Strange mais absent de Reduce-IT, pourrait en fait contrecarrer ou diluer les effets de stabilisation de l'EPA. L'enduit hyperglissant viendrait un peu ruiner le travail du mortier, hein? C'est l'idée. En augmentant la fluidité membranaire, le DHA s'opposerait à la rigidité structurelle que l'EPA essaie de mettre en place pour verrouiller la plaque d'athérome. C'est fascinant. Donc ça, c'est l'hypothèse de la composition. Mais il y a une autre hypothèse évoquée par Sacha Coadan dans l'article, non? Un truc beaucoup plus pernicieux sur le groupe contrôle. Ah, l'affaire du placebo. Ouais. Dans les essais cliniques, on donne un placebo pour comparer, logique. Ok. Dans Reduce-IT, le placebo utilisé, c'était de l'huile minérale. Attends, de l'huile minérale, mais sur le plan de la physiologie digestive, l'huile minérale, c'est pas la base de certains laxatifs. Si, tout à fait. Ça tapisse la paroi intestinale d'un film hydrophobe. Et le problème, c'est que les patients du groupe placebo, ils prennent tous des statines vitales pour leur cœur. Oh, je vois où tu veux en venir. Si l'absorption de leurs médicaments est soudainement bloquée ou freinée par cette huile minérale, leur état de santé va inévitablement se dégrader pendant l'étude. Ah ouais, donc c'est un biais méthodologique énorme. Si la santé du groupe de contrôle se dégrade artificiellement à cause de l'huile minérale, le groupe sous EPA purifié a l'air de faire des miracles juste par effet de contraste. Exactement. Et dans l'essai Strength, le placebo, c'était pas de l'huile minérale, mais de l'huile de maïs. Qui, elle, s'absorbe normalement. Voilà, et qui n'interfère pas avec les statines. Donc le débat reste très ouvert dans la communauté médicale. Mais bon, quelle que soit l'importance qu'on donne à ce choix de placebo, il y a quand même une tendance globale qui se dégage. C'est que l'EPA pur semble vraiment avoir un statut protecteur unique sur l'endothélium vasculaire. C'est ça, une vraie signature pharmacologique anti-inflammatoire. Bon, sachant ça, sachant que l'EPA a ce potentiel protecteur incroyable, on pourrait se dire « Super, est-ce que la population en consomme assez ?» Et là... Aïe. Ouais, aïe. L'état nutritionnel général, c'est une catastrophe en attente, non? Si on regarde le rapport de l'ANSES de 2015,
Les carences sont juste massives en France. Et quand on dit carence, on parle pas d'une petite marge d'erreur, hein. Non, non. On parle de 99% des adultes qui manquent d'ALA, 89% manquent d'EPA et 85% manquent de DHA. C'est fou. Les apports moyens réels sont ridicules. On est autour de 137 mg par jour de DHA et à peine 102 mg pour les pairs. Alors que les recommandations minimales exigent 250 mg pour chaque. On n'est même pas à la moitié du seuil de survie cellulaire. Sans même parler d'atteindre des doses thérapeutiques comme dans les essais cliniques. Ouais. Mais si on relie cela à une perspective plus large, le tableau s'assombrit encore plus avec la notion de déséquilibre inflammatoire. Ah oui, le fameux ratio oméga-6 sur oméga-3. Exactement. Faut savoir que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils consommaient des oméga-6 et des oméga-3 dans un ratio d'environ 1 pour 1. Ok, la balance parfaite. Voilà, notre génome s'est optimisé là-dessus. Mais aujourd'hui, avec l'industrialisation de l'agriculture, l'utilisation massive d'huile de tournesol, le bétail nourri aux céréales, Ce ratio a explosé. En France, il est de 7 pour 1, c'est ça, alors qu'il devrait être sous la barre des 5. c'est ça, et souvent ça dépasse les 15 pour 1 dans certaines régions occidentales. Et le vrai problème, il n'est pas juste arithmétique, il est enzymatique. Explique-nous ça. Dans notre foie, les oméga-6 et les oméga-3, ils utilisent exactement les mêmes enzymes pour être métabolisés. Notamment une enzyme qui s'appelle la delta-6 désaturase. Donc ça crée une sorte de goulot d'étranglement. Exactement. Si ton alimentation inonde ton foie d'oméga-6, qui sont pro-inflammatoires, ils monopolisent toute l'usine de conversion. Et du coup, les pauvres petits oméga-3 qui essayent de passer, ils n'ont plus accès aux machines. C'est exactement ça. Ils restent à la porte. Mais attends, là je me fais l'avocate du diable. Quelqu'un qui se dit « moi je mange bien, je mets un filet d'huile de noix dans ma salade tous les jours, je saupoudre des graines de chia sur mon yaourt cette personne, elle est sauvée, non? Son apport en oméga-3 est assuré? Ah, la fameuse illusion végétale. L'illusion végétale. Oui. D'un point de vue marketing, c'est super bien vendu. Mais d'un point de vue purement métabolique, c'est presque de la tromperie. Ah ouais? Pourquoi? Parce que le corps humain est un convertisseur chimique épouvantablement inefficace face aux plantes. L'huile de lin, les noix, le chia, ça fournit un précurseur qui s'appelle l'ALA. L'acide alpha-linolénique? Voilà. Et pour que cet ALA ait le moindre impact cardiovasculaire, il faut que le foie le convertisse en EPA, puis en DHA. Et c'est là que ça coince. Ça coince sévèrement. Le taux de conversion de l'ALA vers l'EPA plafonne entre 1 et 4% chez un humain moyen. Et la conversion vers le DHA, c'est quasi nul. Donc, pour avoir les doses protectrices avec juste de l'huile de lin, il faudrait boire des litres d'huile par jour. Des volumes astronomiques, ouais. Ce qui déclencherait une surcharge calorique ingérable. C'est pour ça que les sources marines ou les microalgues spécifiques qui produisent directement de l'EPA, c'est un passage biologique obligé. D'accord. Ce qui nous amène logiquement au 4e point, puisque l'alimentation classique ne suffit pas et que les plantes convertissent mal, tout le monde se tourne vers les compléments alimentaires. Logique, mais c'est une vraie jungle. Ah ça, c'est clair. On a tous tendance à attraper la première boîte en pharmacie qui affiche « huile de poisson » avec un joli petit cœur rouge dessiné dessus. C'est le piège classique. L'article de Super Nutrition expose très bien la réalité des procédés de fabrication de ces compléments. Et il y a 3 critères fondamentaux pour pas se faire avoir. Le premier, c'est la concentration, je suppose. Absolument. Si tu veux une dose efficace, disons 2 grammes, et que tu prends une huile bas de gamme diluée à 30%, tu vas devoir avaler une poignée entière de gélules par jour. Ce qui n'est pas très agréable. Donc les fabricants concentrent le produit. Oui, mais attention à comment ils le concentrent. Et ça, c'est le deuxième critère, la forme galénique. Dans la nature, les oméga-3 sont attachés à un squelette de glycérol. Ça forme des triglycérides naturels. Ok, la forme que notre corps connaît. Voilà. Mais pour purifier l'huile à bas coût en usine, les industriels arrachent ces oméga-3 de leur squelette et y attachent de l'éthanol. De l'alcool, donc? C'est ça, on obtient des esters éthyliques. C'est super facile à manipuler industriellement, mais notre intestin déteste ça. Nos enzymes digestives sont pas faites pour casser des liaisons d'éthanol créées en labo, en fait. Exactement. Résultat, ces esters éthyliques qui inondent le marché, ils sont absorbés environ 50% moins bien que la forme triglycéride. Tu payes pour une dose, mais la moitié finit aux toilettes. Super. Et le 3e critère, qui est peut-être le plus choquant, c'est l'indice Totox. Ah oui, l'oxydation.
C'est ça. Parce que extraire et chauffer des acides gras, ça les expose à l'oxygène. Et l'indice Totox mesure cette oxydation totale. La norme légale permet d'aller jusqu'à 26, ce qui est, délirant. C'est très élevé, oui. Moi, la façon dont je le visualise, c'est simple. Avaler une gélule avec un TTOX de 26, c'est l'équivalent biologique de manger un filet de poisson cru qu'on aurait oublié en plein soleil sur une table au mois d'août. C'est une image très parlante, et surtout très vraie biologiquement. C'est rance. Et ingérer une huile rance, c'est carrément contre-productif. Au lieu de réduire l'inflammation, on s'injecte des lipides oxydés qui vont la déclencher. C'est pour ça qu'il faut viser un TTOX inférieur à 10, idéalement sous les 7, comme ce que garantit le label norvégien EPAX, mentionné dans l'article. L'extraction se fait à froid pour garder la molécule intacte. Ok, donc on a la concentration, la forme triglycéride et un TTOX bas. Mais une fois qu'on a trouvé le bon produit, comment on vérifie que ça marche vraiment à l'intérieur de notre corps? Eh bien, c'est là qu'intervient l'index oméga 3. C'est le test sanguin que tout le monde devrait connaître, mais que les bilans classiques ignorent totalement. Il mesure quoi exactement cet index? Au lieu de juste regarder les graisses qui flottent dans le sang à un instant T, l'index oméga 3 analyse la membrane de tes globules rouges. Sachant qu'un globule rouge vit à peu près 120 jours dans le sang. Exactement. Donc sa membrane agit comme une mémoire à long terme de tes habitudes alimentaires. C'est un peu comme l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c pour les diabétiques en fait. Ça donne une moyenne sur plusieurs mois. C'est la comparaison parfaite. L'index mesure le pourcentage d'EPA et de DHA réellement intégrés dans les murs de tes cellules. Et quels sont les bons chiffres? Moins de 4%, c'est un risque accru. Ton métabolisme est dans une zone de vulnérabilité cardiovasculaire. Et malheureusement, c'est le cas de la vaste majorité de la population. Et pour être protégé? Pour que tes plaques d'athérome soient bien stabilisées, il faut dépasser les 8%. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume, les oméga 3 ne sont pas des remplaçants magiques aux statines pour faire chuter le LDL. Non, pas du tout. Ce sont des régulateurs de triglycérides, des protecteurs de membrane, surtout l'EPA avec son effet mortier, et soyons clairs, il est très très probable que nous en manquions tous cruellement. C'est une certitude statistique. Mais ça soulève une pensée finale un peu provocatrice, je l'avoue. Si la grande majorité d'entre nous a un index oméga 3 inférieur à 4%, La fameuse zone de danger. ouais. Et si des études titanesques comme Reducit prouvent l'impact vital de ces lipides, pourquoi la médecine de routine continue-t-elle de se focaliser de manière obsessionnelle uniquement sur le cholestérol total et le LDL lors des bilans sanguins annuels? C'est vraiment la question qui dérange. C'est comme si notre système de prévention conduisait une voiture en fixant le tableau de bord avec un œil fermé. On s'obsède sur le niveau du moteur, le LDL, ce qui est indispensable bien sûr, hein. Bien sûr. Mais on ignore délibérément la pression des pneus et l'usure des freins, c'est-à-dire nos triglycérides, notre EPA et notre index oméga 3. Et on est en droit de se demander combien d'urgences cardiaques auraient pu être évitées par une simple lecture complète de ce tableau de bord. C'est clair. Ça pousse vraiment à revoir toute notre approche de la prévention. Absolument. C'est une réflexion qui, je l'espère, va vous accompagner bien au-delà de cette analyse.